En 14 jours à peine, un tarif venu du Burkina Faso a fissuré un marché que l'on croyait immobile. Les exportations américaines, dominantes sur le papier, ont pourtant reculé si vite que les cargaisons déroutées ont exposé une vulnérabilité insoupçonnée dans la chaîne sahélienne. Comment cette décision, portée par un pays modeste et amplifiée par la posture d'Ibrahim Traoré, a-t-elle pu transformer un simple ajustement douanier en tension mesurable entre deux continents? Une brèche durable s'est ouverte. Ce récit promet de dévoiler, avec une précision méthodique, comment une décision tarifaire ciblant 11 produits américains a déclenché une reconfiguration commerciale que les analystes n'avaient pas anticipée. La valeur centrale pour le lecteur tient en une idée simple: comprendre les mécanismes invisibles qui rendent un marché vulnérable. Car si l'on observe la chaîne des événements, un paradoxe apparaît. Ce qui semblait n'être qu'un ajustement technique a suffi à provoquer une contraction mesurable des flux, une saturation des silos américains et une montée de confiance inédite dans plusieurs capitales sahéliennes. Si un acteur modeste peut altérer un système réputé stable, que dit cela des équilibres que l'on croyait intangibles? L'enjeu devient alors double. Éclairer ce que cette rupture révèle, non seulement des fragilités logistiques américaines, mais aussi de la dynamique régionale qui s'affirme, nourrie par le discours de souveraineté et les repositionnements successifs dans le Sahel. Ce parcours guidera pas à pas le lecteur vers une compréhension claire des liens qui unissent décisions locales et répercussions transcontinentales. La première révélation survint lorsque les données contredirent les projections américaines. En moins de 14 jours, les flux céréaliers à destination du Sahel avaient basculé, figés sur des tableaux d'expédition que l'on croyait immuables. La seconde révélation, tout aussi inattendue, fut l'augmentation rapide des niveaux de stockage, jusqu'à 20 à 25% au-dessus des prévisions saisonnières, signalées par les coopératives du Midwest. Ces deux indicateurs, si discrets à l'origine, ont dévoilé le début d'une rupture systémique que personne ne voulait donc encore nommer. Pour comprendre ce glissement, il faut revenir aux semaines précédant l'arrêté tarifaire du Burkina Faso. Les discussions régionales évoquaient déjà la nécessité de réduire la dépendance aux importations occidentales, dans un contexte où les cycles de prix mondiaux se resserraient et rendaient vulnérables les économies sahéliennes. Les gouvernements de la région avaient entamé un travail silencieux: modernisation partielle des capacités de stockage, amélioration des chaînes de transformation et cartographie précise des corridors logistiques où les céréales circulaient encore sous contrainte. Aux yeux des observateurs extérieurs, ces efforts ressemblaient davantage à une réforme administrative qu'à un repositionnement stratégique. Pourtant, dès la publication du tarif, les prévisions américaines commencèrent à diverger. Les routes d'exportation, considérées comme sûres, se figèrent. Les gestionnaires de silos du Nebraska à l'Iowa, rapportèrent un remplissage inhabituellement rapide, anticipé jusque-là uniquement dans les scénarios de crise. Certaines coopératives annulèrent donc des contrats en suspens, révélant à quel point le lien entre la ceinture agricole américaine et la demande sahélienne était moins robuste qu'on le croyait. Pendant ce temps, les capitales du Sahel percevaient une dynamique inverse: montée de la confiance, réorientation partielle des importations, accélération des investissements internes. La rhétorique sur la souveraineté alimentaire, portée notamment par Ibrahim Traoré, trouvait soudain un terrain d'application concret. Ce contraste, tension logistique d'un côté, consolidation politique de l'autre, forma le véritable point de basculement de la séquence. Pour saisir la mécanique de la rupture, il faut suivre ceux qui ont perçu les premiers signaux, bien avant que les graphiques ne l'illustrent. Dans les plaines américaines, un gestionnaire de silos du Nebraska décrivait comment, en une semaine, les volumes destinés au Sahel s'étaient accumulés au point de bouleverser toute l'organisation interne. Rotation retardée, espace saturé, équipes sur la contrainte de réaménager les zones de stockage. Rien, dans les rapports antérieurs, ne laissait présager un tel blocage. Ce témoignage local devint pourtant la première matérialisation d'une chaîne logistique en train de se gripper. À Ouagadougou, la scène était inverse.
Un négociant de produits beaux céréaliers racontait que la demande pour les variétés locales s'était accrue plus vite que prévu. Les usines de transformation, mobilisées plus tôt que dans tous les scénarios annuels, tentaient d'absorber cette pression nouvelle. Les commerçants ajustaient leurs prix et constataient un intérêt croissant pour les farines produites dans la région. Pour eux, l'arrêté tarifaire n'était pas une contrainte, mais une opportunité d'accélérer une transition longtemps envisagée. Ces deux trajectoires, accumulation soudaine dans le Midwest, expansion rapide au Sahel, servent ici de fil conducteur. Elles montrent que la rupture ne relevait ni d'un choc global, ni d'une crise structurelle mondiale, mais bien d'une réorganisation silencieuse devenue brusquement visible. La dynamique observée repose moins sur un événement spectaculaire que sur la somme de réactions locales, chacune révélant une vulnérabilité ou une capacité d'adaptation. L'enjeu devient alors simple, se demander qui maîtrise vraiment le rythme du marché. Le déclencheur apparut dès l'instant où le Burkina Faso officialisa son arrêté tarifaire. 11 produits agricoles américains, blé, maïs, soja, lait en poudre et dérivés, devinrent soudain non compétitifs, leur prix alourdi par des droits suffisamment élevés pour inverser une hiérarchie installée depuis des décennies. Les premières heures semblèrent calmes, aucune agitation notable dans les ports, aucune annonce institutionnelle majeure, aucune chute immédiate des volumes. En transit. Pourtant, les tableaux d'expédition modifiés en interne révélaient déjà un glissement. Des cargaisons prêtes à quitter les terminaux du Golfe furent réévaluées. Certaines restèrent immobilisées sans préavis, d'autres furent déroutées dans l'urgence. Ce qui, dans les projections américaines, devait prendre plusieurs mois prit forme en quelques jours seulement. Le pic se manifesta quand les coopératives du Midwest réalisèrent que la contraction n'était pas ponctuelle. Les silos, d'ordinaire régulés par une rotation bien rodée, se remplirent à une vitesse inhabituelle. Les responsables observèrent, de l'Iowa au Missouri, une hausse de remplissage, comprise entre 20 et 25%, au-dessus des prévisions saisonnières. La tension monta, les cycles de séchage durent être prolongés, les marges logistiques se réduisirent. Les exploitations familiales, déjà sensibles aux variations annuelles, furent soudain confrontées à un afflux de stock que rien n'avait annoncé. Les stations régionales relayèrent l'inquiétude. Certaines équipes craignaient une saturation complète si les flux destinés au Sahel ne reprenaient pas. L'idée qu'un pays de taille modeste puisse provoquer une rupture aussi nette alimenta un malaise croissant. Les analystes comprirent qu'un seuil avait été franchi, même si les courbes officielles tardaient encore à être corrigées. Simultanément, au Sahel, la séquence suivait une trajectoire inverse. Les tarifs burkinabés stimulèrent une recomposition rapide. L'Algérie facilita l'introduction de blé à prix réduit dans les circuits régionaux. La Russie redirigea une partie de ses exportations céréalières depuis la mer Noire. Le Brésil s'installa plus fermement sur le marché de la volaille et des produits transformés. Mais c'est la réponse interne du Burkina Faso qui constitua le véritable pivot. Cadence renforcée dans les usines de transformation, réseau de distribution ajusté, prix des cultures locales en hausse, marge améliorée pour les petits producteurs. Cette dynamique trouva un écho politique immédiat. Le discours sur la souveraineté alimentaire, porté avec constance par Ibrahim Traoré, prit une dimension tangible. L'idée que le Sahel pouvait absorber une rupture volontaire avec un fournisseur dominant se propagea jusqu'au Mali, au Niger, au Ghana. Puis vinrent les répliques. Aux États-Unis, les prévisions agricoles furent révisées à la baisse. Les négociants en soja reconsidérèrent leurs contrats à terme. Le Congrès demanda des rapports anticipant l'éventualité que d'autres nations africaines imitent le Burkina Faso. Dans le Sahel, l'atmosphère psychologique changea. La possibilité d'un renforcement durable des marchés internes prit forme. Les acteurs économiques parlèrent désormais de confiance retrouvée, de dépendance réexaminée, de marge réévaluée. Ce fil d'événements, déclencheur rapide, pic logistique, réplique géopolitique,
montre une réalité simple. Une décision locale peut remodeler un équilibre que l'on croyait verrouillé. La rupture apparaît clairement lorsqu'on observe l'évolution des chiffres. La baisse supérieure à 40% des exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest constitue le premier delta tangible d'un système que l'on pensait stable. Ce recul soudain, enregistré en une dizaine de jours, montre qu'un marché très intégré peut se contracter brutalement lorsqu'un acteur clé modifie sa demande. La vitesse de la chute révèle une dépendance structurelle rarement assumée. Une deuxième série de données éclaire davantage la situation. L'augmentation de 20 à 25% des niveaux de remplissage des silos dans l'Iowa, le Nebraska et le Missouri. Ce surcroît de stock, inhabituel en dehors des années de surproduction, crée une tension réelle sur les capacités de séchage, de rotation et de financement interne. Chaque point supplémentaire souligne la fragilité logistique d'un excédent mal anticipé. Les gestionnaires, confrontés à ces volumes, ont dû reconfigurer leurs méthodes en urgence, illustrant la rigidité d'un dispositif pourtant réputé robuste. Un troisième indicateur complète ce tableau, la baisse d'environ 8% des contrats à terme sur le blé. Cette fluctuation, bien que modérée en apparence, traduit une réévaluation globale du rôle américain dans un segment qu'il dominait depuis longtemps. Le recul des anticipations financières signale une perte de confiance immédiate. Les investisseurs ont interprété cette variation comme un indice précoce d'un déplacement du centre de gravité agricole, confirmant l'importance stratégique de la demande sahélienne dans les équilibres internationaux. Face à ces données, les réactions se sont nettement différenciées entre les continents. Aux États-Unis, le tableau dominant est celui d'un risque accumulé. Les producteurs constatent l'accélération des stocks, les coopératives ajustent leurs prévisions et les économistes redoutent que d'autres États africains suivent la trajectoire du Burkina Faso. Les discussions internes laissent entendre que l'événement n'est pas un simple blip, mais un signe révélateur d'une dépendance sous-estimée à des débouchés spécifiques. Une vulnérabilité longtemps masquée devient soudain visible dans les modèles de prévision. Au Sahel, la lecture est tout autre. Ces mêmes chiffres deviennent des marqueurs d'autonomie retrouvée. La contraction des importations américaines offre un espace plus large aux productions locales. Les prix agricoles, renforcés par la demande interne, améliorent la marge des petits producteurs, tandis que les usines de transformation intensifient leur cadence. Cette dynamique soutenue modifie la perception politique du moment. Ce qui semblait un risque devient une opportunité de souveraineté renforcée, portée par une confiance que les acteurs locaux décrivent comme inédite. L'ensemble de ces trois indicateurs raconte une même histoire sous des angles multiples. Un choc tarifaire, même modeste en apparence, peut déclencher des transitions rapides lorsqu'il cible un nœud logistique critique. La contraction des flux, la saturation des infrastructures et la correction des marchés financiers forment un ensemble cohérent, révélant la sensibilité des équilibres mondiaux à des décisions unilatérales. Ces données montrant enfin que la stabilité agricole internationale repose moins sur la force des grandes puissances que sur la résilience des corridors de demande. Une simple variation, lorsqu'elle touche un point névralgique, suffit à redessiner des trajectoires entières. Deux thèses s'opposent depuis l'introduction du tarif burkinabé, chacune portée par des milieux économiques qui lisent de la rupture selon leurs propres priorités. La première, dominante dans plusieurs cercles agricoles américains, affirme que la décision du Burkina Faso ne saurait durablement altérer la structure du commerce mondial. Selon cette position, la profondeur du marché américain, sa logistique très étendue, ses partenariats multiples et sa capacité à rediriger les volumes excédentaires garantissent une absorption progressive du choc. Qu'un client se retire, disent-ils, d'autres finiront par prendre sa place. Dans cette grille de lecture, la contraction initiale, malgré son intensité, n'est qu'un phénomène transitoire appelé à se résorber une fois les flux redistribués. La seconde thèse, portée par nombre d'analystes sahéliens et consolidée par les réactions observées sur le terrain, défend une lecture inverse.
Le tarif n'aurait pas seulement révélé une faiblesse structurelle de la dépendance américaine à certains débouchés, mais aussi une limitation dans la flexibilité de ses infrastructures. La rapidité du blocage, stocks saturés, annulation de contrats, courbe d'exportation effondrée, contredit l'idée d'un marché capable de tout amortir. Cette thèse insiste également sur l'effet d'entraînement. L'Algérie, la Russie et le Brésil ont comblé le vide américain avec une célérité inattendue, tandis que les usines sahéliennes intensifiaient la transformation locale. L'ensemble forme une dynamique dont les États-Unis ne contrôlent plus le tempo. La réponse fondée sur les faits se situe entre les deux extrêmes, sans les confondre. Les trois données majeures observées, baisse supérieure à 40% des expéditions, saturation accélérée des silos, diminution d'environ 8% des contrats, à terme, démontrent que le phénomène n'a rien d'éphémère. Rien n'indique toutefois un effondrement durable du système américain, plutôt une transition coûteuse, exigeant du temps, des ajustements et une révision de certaines certitudes. Ce que la confrontation révèle surtout, c'est la capacité d'un marché longtemps perçu comme récepteur à dicter soudain une partie du rythme. À mesure que les premières semaines avançaient, il devint évident que la confrontation tarifaire ne redistribuait pas seulement des flux commerciaux, elle remodelait aussi la perception du pouvoir économique entre deux régions qui ne se considéraient pas comme interdépendantes. Le mémo divulgué à Washington, évoquant un possible durcissement financier et douanier envers le Sahel, en donna un signe précoce. La réaction fut immédiate. Loin de reculer, les États sahéliens affirmèrent publiquement leur volonté de résister à toute pression, consolidant ainsi la portée politique de leurs décisions tarifaires. Dans ce climat, la posture d'Ibrahim Traoré prit un relief nouveau. Son discours sur la souveraineté alimentaire, trouvant un écho élargi au moment même où les marchés confirmaient qu'une autonomie partielle était possible. Sur le terrain, les effets symboliques furent visibles, expression nouvelle dans les marchés, valorisation des variétés locales, confiance renforcée chez les commerçants et les producteurs. Ce milieu du récit montre le cœur de la mutation. La confrontation n'était plus seulement technique ou économique, elle devenait identitaire, ancrée dans une redéfinition du rapport de force, où chaque décision tarifaire fonctionnait comme un marqueur de souveraineté assumée. Les répercussions du tarif se manifestèrent différemment selon les groupes directement exposés à la reconfiguration commerciale, révélant la profondeur d'une rupture que beaucoup jugeaient improbable quelques semaines plus tôt. Pour les producteurs américains. Pour les exploitants du Midwest, l'effet fut immédiat. Accumulation rapide des stocks, saturation des silos, allongement des cycles de séchage. Dans l'Iowa, le Nebraska ou le Missouri, des hausses de remplissage de 20 à 25% au-dessus des prévisions saisonnières devinrent le symbole d'une vulnérabilité longtemps sous-estimée. Les agriculteurs, habitués aux variations annuelles, se retrouvèrent soudain exposés à une contraction de débouchés qu'ils n'avaient pas envisagée. L'incertitude croissante sur la capacité à écouler les volumes alimenta une inquiétude rare, relayée par les radios locales. Pour les décideurs commerciaux et institutionnels américains. Pour les institutions économiques, les conséquences eurent une portée stratégique. La baisse de plus de 40% des exportations vers l'Afrique de l'Ouest, conjuguée à la chute d'environ 8% des contrats à terme, suggéra un glissement préoccupant. Des rapports internes du Congrès se mirent à évoquer la possibilité que d'autres États africains imitent le Burkina Faso. Le mémo divulgué à Washington, mentionnant un durcissement financier et douanier, témoigna du trouble que provoquait la situation. La perspective que l'avantage structurel américain puisse être contesté par un acteur régional changea la nature du débat. Pour les ménages et commerçants du Sahel, à Ouagadougou et dans d'autres capitales sahéliennes, l'impact fut paradoxal. Les prix des céréales locales augmentèrent, améliorant le revenu des petits producteurs, tandis que les usines de transformation intensifiaient leur cadence pour absorber une demande croissante.
Certains ménages urbains virent leurs dépenses alimentaires augmenter, mais la dynamique identitaire domina. Les farines de souveraineté devinrent un symbole de transition. Pour les commerçants, la période fut marquée par une réorientation rapide des flux et par la perception nouvelle d'un marché capable de s'ajuster sans dépendre exclusivement des importations américaines. Pour les acteurs politiques sahéliens, pour les dirigeants de la région, la confrontation constitua un levier politique. Le discours d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté alimentaire, déjà central avant l'arrêté tarifaire, acquit une force nouvelle. Le fait qu'un pays de taille modeste puisse absorber une rupture volontaire avec un fournisseur dominant devint une démonstration de capacité, un signal envoyé autant aux populations qu'aux partenaires régionaux. Au Mali, au Niger ou au Ghana, la question d'emboîter le pas au Burkina Faso commença à émerger dans les débats publics. À travers ces 4 groupes, une même conclusion se dessine. La confrontation tarifaire n'a pas seulement bousculé des flux, elle a modifié des trajectoires sociales, économiques et politiques, révélant la manière dont une décision locale peut réécrire des équilibres considérés comme acquis. Dans l'horizon des prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent, chacune reposant sur les dynamiques déjà observées depuis l'introduction du tarif burkinabé. Ces scénarios ne spéculent pas au-delà des données disponibles. Ils contextualisent simplement les évolutions possibles d'un marché qui a montré sa sensibilité à des décisions ciblées, dans un scénario de base de stabilisation sous tension. Dans cette hypothèse, les tendances actuelles se prolongent sans s'amplifier. Les États-Unis réorientent progressivement une partie de leur volume vers d'autres marchés, absorbant l'excédent généré par le retrait sahélien. Les pays du Sahel, eux, consolident leur effort d'autonomie sans introduire de nouvelles mesures tarifaires. Les flux de remplacement, Russie, Algérie, Brésil, restent suffisamment stables pour contenir les variations de prix internes. Les tensions persistent, mais ne dégénèrent pas, mentent pas. Washington opte pour la diplomatie plutôt que pour des sanctions lourdes, limitant le risque d'un découplage brutal, dans un scénario optimiste de rééquilibrage mutuel. Dans cette trajectoire, un apaisement progressif s'installe. Le Burkina Faso maintient son tarif, mais négocie des aménagements ciblés pour certains produits. Les États-Unis diversifient leurs débouchés tout en concluant quelques accords agricoles extérieurs. Les coopératives américaines stabilisent leurs stocks, les fluctuations des marchés à terme diminuent et les producteurs sahéliens renforcent leurs infrastructures de transformation. On assiste alors à une interdépendance moins asymétrique, où souveraineté alimentaire et stabilité commerciale coexistent sans heurts majeurs, dans un scénario pessimiste marqué par l'escalade et la fragmentation. Ce scénario reprend les signaux évoqués dans le mémo divulgué à Washington: restrictions financières, durcissement des inspections portuaires, révision des avantages commerciaux. Le Burkina Faso étend sa liste de produits ciblés. D'autres États sahéliens pourraient imiter cette posture, entraînant une fragmentation accrue des chaînes d'approvisionnement. Les marchés internationaux réagiraient par une nervosité prolongée, baisse durable des contrats à terme américains, hausse de certains coûts logistiques, pression sur les ménages sahéliens pour les produits difficilement substituables. Une recommandation de lecture se dégage. La clé, dans tous les cas, réside dans l'analyse des interdépendances réelles, plutôt que perçues. Identifier ce qui est substituable, ce qui ne l'est pas, et ce qui relève surtout d'un rééquilibrage longtemps différé. Lorsqu'on observe la confrontation tarifaire au-delà des chiffres et des courbes logistiques, on découvre qu'elle touche 3 cercles de public, chacun à sa manière, chacun avec ses inquiétudes et ses leviers d'adaptation. Le premier cercle, celui des familles directement dépendantes des marchés agricoles américains ou sahéliens, ressent les effets les plus concrets. Dans le Midwest, l'incertitude sur les débouchés fragilise la planification financière. Revenus saisonniers moins prévisibles, investissements retardés, marges resserrées. Au Sahel, les ménages ruraux bénéficient d'une hausse des prix des productions locales, mais certaines familles urbaines doivent ajuster leur consommation à l'évolution des produits importés,
désormais moins accessibles. Le deuxième cercle regroupe les professionnels intermédiaires, commerçants, transporteurs, coopératives. Ce sont eux qui doivent improviser, absorber, réorganiser. Les coopératives américaines reconfigurent la circulation des stocks, souvent en rupture avec des habitudes établies depuis des décennies. Les transporteurs sahéliens, eux, voient croître la demande pour les circuits régionaux et adaptent leurs itinéraires. Ces ajustements silencieux, dispersés dans des milliers de décisions locales, forment le socle réel de la transition en cours. Enfin, le troisième cercle est celui du public élargi, moins exposé matériellement, mais très sensible aux récits et symboles. Dans plusieurs pays africains, la politique tarifaire est devenue un marqueur identitaire, associé à l'idée d'autonomie renforcée. Aux États-Unis, elle nourrit des débats sur la résilience d'un système que l'on croyait inébranlable. À tous les niveaux, une même question revient. Quelle place voulons-nous occuper dans un marché qui révèle soudain ses fragilités? Pour clarifier les trajectoires possibles et éviter que la rupture tarifaire ne se transforme en instabilité durable, il est utile de définir une feuille de route graduelle, lisible pour les décideurs comme pour les acteurs économiques. Elle ne prescrit aucun modèle unique. Elle organise les étapes permettant de stabiliser les flux et de réduire les vulnérabilités révélées par les dernières semaines. Premièrement, il s'agit de cartographier les dépendances critiques sous 3 mois. Gouvernements et coopératives doivent établir une analyse précise des produits substituables et de ceux nécessitant une continuité. L'indicateur central sera le niveau de vulnérabilité logistique par filière. Cette étape permet d'éviter des ruptures inattendues et de prioriser les chaînes sensibles. Deuxièmement, il faut renforcer les capacités locales de transformation. Dans le Sahel, les usines déjà en expansion peuvent être bénéficier d'un appui technique ciblé, stockage, maintenance, distribution régionale. La réussite se mesurera à l'augmentation du volume transformé localement sur 6 à 9 mois. C'est ici que la vision de souveraineté défendue par Ibrahim Traoré peut se structurer autour d'objectifs vérifiables. Troisièmement, il convient de créer des mécanismes bilatéraux de stabilisation. Les États-Unis et les partenaires sahéliens pourraient instaurer des cadres de négociation permettant des ajustements tarifaires temporaires lorsque les flux se contractent trop vite. Le succès se mesure par la diminution des pics de volatilité. Quatrièmement, il est nécessaire de formaliser des engagements publics. Les dirigeants doivent expliciter leurs objectifs. Niveau de dépendance acceptable, capacité à développer, indicateurs à réviser chaque trimestre. Une communication claire réduit les malentendus géopolitiques et stabilise les anticipations. Cinquièmement, il importe de suivre les effets sur les ménages. Prix, disponibilité, revenus agricoles. Un contrôle tous les 3 mois permettra d'ajuster les politiques avant que des tensions ne s'installent durablement. En combinant ces étapes, la transition devient maîtrisable et lisible pour l'ensemble des acteurs. En revenant aux scènes qui avaient ouvert la compréhension de cette rupture, le gestionnaire de silos du Nebraska débordé par un afflux soudain de stocks, et le commerçant d'Ouagadougou observant l'essor rapide des farines locales, on mesure combien une décision tarifaire peut modifier la manière dont deux mondes se perçoivent. Ce ne sont pas seulement des flux qui se sont réorganisés, mais des certitudes qui ont vacillé. Ce glissement a trouvé un écho particulier dans la posture d'Ibrahim Traoré, dont l'appel à la souveraineté alimentaire, jusque-là perçu comme une aspiration, s'est mué en trajectoire tangible. Pour les producteurs comme pour les familles sahéliennes, ce moment a révélé qu'un marché supposé immuable pouvait être reconfiguré par une décision méthodique, même issue d'un pays de taille modeste. Pour les agriculteurs américains, il a mis en lumière la fragilité d'un équilibre trop dépendant de débouchés jugés constants. Entre ces deux pôles, un point commun persiste, la prise de conscience d'une interdépendance plus sensible que prévu. Le marché n'est jamais aussi stable qu'il en a l'air. Ce récit laisse une question ouverte, celle du rôle que chacun choisira d'endosser dans un système désormais exposé. Si cette confrontation commerciale a retenu autant d'attention, c'est parce qu'elle dépasse largement la question d'un tarif
et interroge la façon dont les sociétés redéfinissent leurs priorités dans un monde où les dépendances deviennent visuellement visibles. Elle montre que la souveraineté alimentaire, loin d'être un concept abstrait, s'incarne dans des choix logistiques, des récits collectifs et des décisions politiques qui résonnent d'un continent à l'autre. Et elle rappelle également que la stabilité des marchés n'est jamais acquise, qu'elle se construit chaque jour à travers des compromis, des ajustements et des débats publics éclairés. Dans cette dynamique, chacun peut jouer un rôle, suivre les transformations en cours, participer aux discussions, soutenir les travaux qui analysent ces transitions et garder un regard critique sur les interprétations rapides. Plus l'espace public s'enrichit d'échanges nuancés, plus les décisions futures s'ancrent dans une compréhension solide des interdépendances. Alors, comment souhaitons-nous participer à ce monde qui se redessine ?